Donc bonjour à tous. Donc ouais, mieux comme ça. Ok. Donc moi Jérémy Leleu, donc Kionis. Donc moi j'ai en charge les ventes simulation pour le groupe. Alexandre, si tu veux, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Bell, je suis responsable technique de l'équipe simulation. Bon, je vais passer assez rapidement sur l'agenda. Je dirais l'objectif principal, c'est de vous montrer comment la simulation va vous aider à innover dans le sens du développement durable, d'accord ? Donc pour être dans la lignée aujourd'hui de notre objectif de l'AID. Alors, je vais commencer par une petite question. Est-ce que quelqu'un connaît cette personne ? Ah, qui a répondu ? Ah, bah alors on fera une petite partie à la pause et si vous gagnez, je vous offre une licence. Donc effectivement, c'est Garry Kasparov. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire ici dans une présentation liée à la digitalisation, le développement durable et la simulation. Donc en fait, dans les années 80-90, on pensait qu'il avait fait le tour du jeu. C'est-à-dire, il connaissait le jeu, il gagnait contre tout le monde, il était plusieurs fois champion du monde. Globalement, il n'y avait plus d'innovation dans le jeu d'échecs. D'accord ? Jusqu'à une fameuse date, vous pouvez voir sur la droite un ordinateur de l'époque, on va dire. Donc IBM, d'accord, un ordinateur qui s'appelle Deep Blue. Et donc dans les années 97, il a joué contre l'ordinateur et il s'est fait, excusez-moi du terme, massacrer. D'accord ? Ça a été globalement un choc dans le monde du jeu d'échecs. Alors je vous en parle à Essian parce que j'ai joué moi personnellement pendant assez longtemps. Et donc ça a été une totale révolution dans la compréhension du jeu et dans la manière dont les personnes vont jouer et vont comprendre vraiment le fonctionnement et les fondements du jeu d'échecs. Donc ensuite, les différents joueurs ont affronté des ordinateurs et de la même manière, le résultat était immuable. Tout le monde perdait contre la machine. D'accord ? Le principal message que je voudrais vous faire passer sur cette introduction, c'est globalement, c'est pas l'homme contre la machine qui a vraiment révolutionné le jeu, ça a été l'homme avec la machine. D'accord ? C'est-à-dire que les joueurs ont compris des nouvelles théories, les joueurs ont compris de nouvelles manières de jouer en utilisant la puissance informatique, d'accord, pour la compréhension du jeu d'échecs. Et globalement, la digitalisation, et notamment la simulation numérique, c'est exactement la même chose. D'accord ? J'entends régulièrement, je dirais, dans les rendez-vous que je fais avec nos clients, effectivement, non, nous, nos pièces, on les connaît très bien, on les connaît par cœur. Globalement, je ne vois pas ce que peut nous apporter la simulation numérique. Et j'ai échangé ce matin avec quelqu'un qui est dans la salle, je pense, voilà, exactement, et une autre personne, que je ne vois plus, et qui m'expliquait que sur un bouchon, globalement de plastique, grâce à la simulation, grâce aux outils numériques, ils avaient gagné 25% de masse sur un bouchon. D'accord ? Et ça à l'échelle de plusieurs centaines de millions de pièces. Donc c'est... Ah bah, moi je ne l'avais pas vu. Donc c'est énorme. D'accord ? Et ça, si on garde effectivement la compréhension, je dirais, historique, en se persuadant qu'on a parfaitement compris la manière dont fonctionnaient nos produits, on ne serait jamais arrivé à ce résultat-là. D'accord ? Donc, je passe à cette... Donc c'est vraiment ça, la simulation numérique, c'est plus simplement valider vos produits, c'est-à-dire, ok, bon, moi, ma table, je sais qu'elle tient, elle est solide, etc. Non, c'est vraiment innover, les alléger, les rendre plus durables, tester des nouveaux matériaux, tester des nouvelles variantes, pour vraiment permettre à vos produits d'être plus performants. D'accord. Donc ça, c'était effectivement pour replacer un petit peu le contexte de la digitalisation dans son ensemble, d'accord, et la simulation numérique, comment elle va vous aider à innover. Donc maintenant, comment les solutions se sont adaptées à vos problématiques, comment Dassault Systèmes a aussi fait évoluer le périmètre de la simulation pour vous permettre justement d'innover dans ce domaine-là. Le premier point, c'est qu'effectivement, maintenant, on est capable vraiment de simuler le monde dans lequel on évolue.
D'accord ? On avait, je crois, un message ce matin qui était homogénéisation du produit, de la vie et de la nature. D'accord ? Les solutions de simulation 3D, et même 0D et 1D, c'est vraiment ça leur objectif. C'est plus simplement de simuler l'aspect mécanique, mais c'est vraiment de pouvoir simuler l'ensemble des phénomènes auxquels vont être confrontés vos produits. D'accord ? Si on parle développement durable, si on parle effectivement réduction des gaz à effet de serre, réduction du CO2, on va prendre un exemple. Effectivement, bien sûr, on doit traiter la partie structure, mais on doit bien entendu aussi parfois traiter la partie fluide, puisque le management de vos fluides vont permettre d'optimiser la consommation de vos produits et la consommation énergétique de vos produits. D'accord ? Et on le mentionnait aussi ce matin, globalement maintenant, la plupart des produits, entre 15, 20, 25% des produits sont composés d'électronique. D'accord ? Donc on doit être à même de comprendre ces phénomènes, de les anticiper, d'accord ? À nouveau pour réduire le nombre de prototypes et faire juste du premier coup. On mentionnait aussi ce matin, la plupart de nos clients qui sont utilisateurs de la simulation, leur but, c'est de faire juste du premier coup, de supprimer totalement les prototypes. D'accord ? Le deuxième point qui est extrêmement important, je surveille le... Ah, mais j'ai plus le timing. Le deuxième point qui... Ah mince. Ouais, je vais... C'est de pouvoir démocratiser l'utilisation de la simulation au sein de l'entreprise. D'accord ? On a beaucoup connu la simulation, c'est pour les experts, c'est un bureau de calcul bien spécifique. C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord ? Vraiment, les solutions sont de plus en plus simples à utiliser, elles sont de plus en plus performantes, et surtout, grâce à la 3D expérience, on le voit chez un certain nombre de nos clients, ça nous permet de démocratiser ces solutions-là. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement unique, unifié, et donc ça permet de déployer un ensemble de méthodes qui partent peut-être du bureau de calcul, mais ensuite qui vont être utilisées par les concepteurs, par les designers. D'accord ? Et donc on voit ici les différentes physiques qui peuvent être adressées. D'accord ? Donc on parlait des fluides, on parlait de la simulation d'injection plastique, on parlait effectivement de la cinématique pour s'assurer du bon fonctionnement de nos produits. Et donc le dernier point, avant que je laisse la parole à Alexandre, c'est que bien entendu, on a aussi compris, et Dassault Systèmes a aussi compris que la simulation aujourd'hui, c'était plus un one-shot. D'accord ? C'était plus je dois valider ma table, donc je lance une simulation et je m'assure que ma table, elle tient. C'est plus ça l'enjeu de la simulation aujourd'hui. L'enjeu de la simulation aujourd'hui, c'est d'optimiser, d'innover et de trouver de nouvelles solutions. D'accord ? Donc pour faire ça, effectivement, on doit lancer beaucoup de jobs, on doit accéder à beaucoup de puissance de calcul, et surtout, on doit être en mesure d'utiliser l'ensemble des solutions qui vont nous permettre d'appréhender les fluides, la structure, l'électromagnétisme, le bruit, l'acoustique, etc., etc. D'accord ? Donc les packaging aussi, des solutions se sont très fortement adaptées pour répondre à ce besoin-là. Donc voilà un petit peu sur l'évolution, on va dire, si on part des années 80 par rapport au jeu d'échecs, et maintenant, ce qu'on est capable de faire en simulation, grâce aussi à une très forte augmentation de la puissance de calcul et des performances des machines. Donc je vais laisser la parole à Alexandre, avec qui vous allez pouvoir du coup entrer un peu plus techniquement dans le détail. Merci Jérémy. Non, il n'y a pas de bouton. Donc, merci pour ce tour d'horizon très complet. Alors, bien entendu, la simulation, c'est très très vaste. Ce n'est pas uniquement sur les pièces mécaniques. Malheureusement, on n'a pas le temps de regarder tout ce qui va se faire en simulation. Donc, on a choisi de se concentrer peut-être sur des nouveautés ou sur des choses, du moyen d'utilisation de la simulation. Vous n'auriez pas peut-être conscience. Et donc, on va se poser la question, finalement, où est-ce que la simulation va pouvoir aider dans le développement des produits, où est-ce qu'elle va pouvoir apporter finalement une plus-value. Donc la simulation va pouvoir aider dans toutes les phases finalement de développement des produits, que ce soit dans le design, où on va pouvoir, grâce à la simulation, améliorer les possibilités ou trouver de nouvelles possibilités de conception. Dans la simulation de l'utilisation des pièces, donc là on sait très bien que la simulation principalement, elle sert à simuler les tests, d'accord, pour éviter les prototypes, comme le disait Jérémy.
mais aussi sur la durée, donc prédire finalement la durée de vie. On va pouvoir aussi utiliser la simulation pour prédire le fonctionnement de la pièce, aussi la façon de la fabriquer, la pièce, donc comme on l'a vu dans la présentation précédente. Et puis une fois que la pièce est fabriquée, finalement, généralement, elle est conditionnée pour pouvoir être acheminée vers le client final. Et là, la simulation va pouvoir aussi aider dans l'optimisation, ce qu'on appelle ici packaging, donc finalement, c'est-à-dire tout ce qui est les plastiques, le filmage, etc., qu'on va pouvoir faire ou le cartonnage sur les pièces. C'est très vaste, donc on va se concentrer seulement sur certains points. On a mis en avant certaines innovations dans le cadre de la simulation que l'on va balayer maintenant. Donc la première étape concerne finalement, là où la simulation peut intervenir, sur le design. Le design, la conception. Donc finalement, une des révolutions les plus récentes dans la conception concerne les nouveaux moyens de fabrication. Ces nouveaux moyens de fabrication permettent de nouvelles conceptions grâce à de la fabrication qu'on va appeler additive. On en a parlé déjà ce matin. Cette fabrication additive permet des nouvelles formes, permet aussi de transformer la façon de concevoir les pièces, c'est-à-dire qu'on ne va plus uniquement faire une pièce dans un assemblage, mais une pièce va pouvoir avoir plusieurs fonctions. Par exemple, on va avoir des réservoirs d'hydrogène qui vont servir aussi à supporter des chargements verticaux, donc d'écrasement. On va avoir aussi, par exemple, un rack de pack de batterie qui va pouvoir servir aussi à la tenue structurelle d'un véhicule. Donc finalement, les pièces vont avoir plusieurs fonctions. C'est une première évolution. Deuxième évolution, on va apparaître des nouvelles formes qui sont plus organiques, moins conventionnelles, plus novatrices. Et également, on va apparaître des nouvelles formes qui sont appelées les treillis ou lattices. Alors finalement, ces formes ne sont pas réellement nouvelles, puisque on a le meilleur exemple en France avec la Tour Eiffel, qui est un énorme treillis. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces treillis-là, ces formes-là, sont intégrées dans des pièces pour pouvoir finalement maintenir la rigidité structurelle de la pièce en l'allégeant. Donc on va chercher à limiter la quantité de matière que l'on va utiliser et donc limiter le poids également, tout en maintenant les capacités structurelles des pièces. D'accord. Donc dans le cadre du développement, c'est mieux. Dans le cadre du développement de des pièces qui ont pour vocation à être imprimées, généralement, la situation dans les entreprises, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs outils qui sont déconnectés. Donc on va avoir une première étape qui va considérer d'abord le design de la pièce, finalement la CAO, ensuite le pré-processing, donc l'adaptation de la pièce pour pouvoir être imprimée de façon virtuelle. Ensuite, on va positionner la pièce dans la zone d'impression, c'est-à-dire un jumeau numérique, on en a déjà parlé aujourd'hui, de la zone d'impression, donc positionnement dans l'espace, définir les plans d'impression, c'est-à-dire là où le laser va passer si on fait du SLM par exemple, simuler l'impression, faire le post-processing, c'est-à-dire enlever la pièce de la zone d'impression, enlever les supportages, etc. Regarder si la pièce, finalement, elle correspond à ce qu'on voulait. Et généralement, on arrive dans la situation où la pièce qui est imprimée, elle ne correspond pas à ce qu'on voulait parce qu'il y a différentes problématiques liées notamment à la thermique, donc des déformations résiduelles. Donc quand on est dans un système qui est déconnecté, on va devoir faire de nombreuses itérations et généralement, ces itérations vont mener à des problématiques donc d'erreurs potentielles de version, d'erreurs de mise en données. Et puis ça va être des opérations qui sont répétitives et puis si en plus on n'a pas d'outils de simulation, et bien dans ce cas là on va devoir faire des prototypes, des tests et ça coûte cher. Donc la solution à ces problématiques là finalement c'est d'avoir une plateforme où on a tout intégré à l'intérieur, c'est-à-dire on va avoir à la fois les capacités de modélisation des pièces qui vont être destinées à être imprimées, donc finalement à de procédés de fabrication additifs, les moyens de simuler la fabrication de la pièce en elle-même, les moyens de vérifier la tenue structurelle de la pièce, les moyens de vérifier quelle est la déformation de la pièce à l'issue de l'impression, etc., etc. Donc on voit un certain nombre d'exemples d'une même pièce ici qui a été imprimée, puis on va le voir un peu plus en détail par la suite. Donc notamment, puisqu'on parle du design, concernant la fabrication additive, le premier point qu'on peut faire, on peut faire des pièces en fabrication additive avec les procédés de conception standard. Mais il y a un procédé qui est pas spécialement nouveau, mais je vous détaillerai après des nouveautés, ce qui s'appelle finalement l'optimisation topologique. Donc on appelle ça aussi la conception basée sur la fonction et aidée par la simulation. Donc ici, on va sélectionner un certain nombre de critères
Donc ils vont pouvoir être, par exemple, on veut que la pièce résiste à un certain chargement, on veut que la pièce elle soit fabriquée avec tel type de procédé de fabrication qui n'est pas forcément additif. On veut que la pièce elle résiste donc au chargement, je l'ai dit, il faut qu'elle soit limitée dans un encombrement. Donc on a un certain nombre de critères et l'optimisation topologique qui est supportée par la simulation va permettre de balayer un ensemble de design candidats au vu des critères que l'on a sélectionnés. Et donc ici on voit par exemple plusieurs alternatives de design d'une même pièce qui va avoir les mêmes capacités de résistance au chargement, à la différence près qu'elles sont réalisées, ces pièces, par des procédés de fabrication différents, et donc potentiellement elles vont avoir des masses différentes, des poids différents. Bon, on va passer la vidéo. Bon, c'était une vidéo qui montrait comment on imprimait, on la verra tout à l'heure. Donc, comme c'est un procédé qui est finalement déjà connu depuis plusieurs années, peut-être certains d'entre vous l'utilisent déjà, on a voulu ici mettre en avant certaines nouveautés qui apparaissent du coup sur ces capacités de modélisation d'optimisation topologique. Donc la première, c'est finalement pour essayer de s'affranchir d'une grosse problématique, c'est-à-dire que quand on va faire de l'optimisation topologique, on est basé sur la simulation. Qui dit basé sur la simulation dit généralement discrétisation des pièces par élément fini, si je veux employer le terme. Et donc le problématique, ça va être la reconstruction géométrique à l'issue du choix finalement du design viable. Cette reconstruction géométrique, elle est souvent pénible pour les designers, puisqu'il va falloir se baser sur des surfaces qui sont crénelées, et donc il va falloir faire de la reconstruction à la main. Eh bien, les améliorations que l'on voit apparaître sur les technologies d'entre-expérience, ce sont notamment des lissages de surfaces qui permettent de faciliter finalement la reconstruction géométrique et de gagner du temps sur la reconstruction géométrique à l'issue des étapes d'optimisation. Donc là, on va gagner du temps pour pouvoir faire finalement les pièces et pour pouvoir les amener plus rapidement dans la simulation de procédés de fabrication. La deuxième vidéo, finalement, elle démarre pas, mais vous l'avez vu tout à l'heure avec mon collègue Franck, c'est l'optimisation d'assemblage. À l'heure actuelle, quand on veut faire de l'optimisation topologique sur les pièces, on doit le faire pièce par pièce. Sauf que la plupart de ces pièces-là, elles sont incluses dans un assemblage complet. Et l'avantage ici, c'est de pouvoir faire de l'optimisation avec des objectifs qui vont être différents par pièce et différents par zone. Et ça, c'est très nouveau et ça permet de gagner énormément de temps également. Enfin, on a des possibilités de comparaison de design alternatif en mettant en place des critères spécifiques qui vont permettre de mettre en avant un candidat privilégié au regard des critères qu'on a sélectionnés. Les critères peuvent être le poids, peuvent être l'encombrement, peuvent être l'utilisation de matière, etc., etc. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en avant concernant l'optimisation topologique. Il suffit que je clique pour que la vidéo se lance. Bon, ok. Une autre nouveauté qui est très récente aussi dans la plateforme, c'est la possibilité de modélisation des lattices. Alors, la modélisation du lattice est très importante ici puisqu'on va permettre finalement de modéliser ces zones grâce à la reconnaissance de surfaces libres ou de volumes vides de façon automatique. Donc la génération des lattices jusqu'à présent, elle était possible, d'accord, mais pas de façon automatique comme c'est le cas ici. De plus, il y a la possibilité de sélectionner des patterns, des motifs différents à disposition. Donc on a la liste ici, et ces motifs-là sont paramétrables, donc on va pouvoir paramétrer les épaisseurs notamment et les longueurs des brins du lattice. Donc ça aussi c'est nouveau. Et enfin, on va permettre aussi la possibilité de faire la modélisation pour la simulation de ces pièces qui sont composées à la fois de volume plein et à la fois de lattice. Donc c'est important finalement, puisqu'une fois qu'on a dessiné la pièce ou qu'on l'a imprimée, on veut voir son comportement. Par exemple ici, on a fait une pièce, d'accord, qui a une partie lattice à l'intérieur. On l'a imprimée de façon virtuelle, d'accord, en procédé de fabrication additif. Et ce qu'on voit ici, avec une déformation qui est exagérée, c'est la déformation due finalement à la rétractation thermique, d'accord, à l'issue du procédé de fabrication. Donc on a la possibilité de faire ces modélisations-là. Les pièces qui sont fabriquées en fabrication additive, comme toutes les autres pièces, finalement, elles sont utilisées dans leur cadre de leur cycle de vie une fois, plusieurs fois ou des millions de fois. Et ça, finalement, c'est difficile à quantifier. C'est la problématique qu'on dit finalement de tenue en fatigue. Parce qu'on estime que une très grande majorité des casses en utilisation sont liées à des problématiques liées à la fatigue.
Et la difficulté de mesurer cette durée de vie, c'est que la fatigue, elle est soumise à plusieurs facteurs différents, que ce soit des facteurs de différence de chargement, on peut avoir des problématiques liées aux matériaux, problématiques liées à l'environnement réel, et puis les combinaisons de chargement également qui ne sont pas forcément anticipables. De plus, les industriels sont face à des problématiques croissantes, que ce soit réglementaires ou normatives, pour augmenter le nombre de cycles d'utilisation. Puisque les pièces sont de plus en plus complexes, les assemblages sont de plus en plus complexes, les méthodes actuelles qui sont utilisées, qui sont plutôt, par exemple, calculées à la main, ne sont plus valables, d'accord, dans le cadre des méthodes complexes et de durée de vie augmentante des systèmes. Enfin, c'est possible aussi que selon le nombre de cycles que l'on veut faire subir à la structure, on ne puisse pas faire le test en lui-même. D'accord ? Donc la simulation, finalement, où est-ce qu'elle va pouvoir être utile dans le cadre de calcul en fatigue ? Donc déjà, on va pouvoir prédire des zones qui ne sont pas forcément intuitives pour les ingénieurs qui développent les systèmes ou les pièces. Par exemple, si on a une combinaison de chargement, on va voir apparaître des zones qui vont être le départ d'une rupture, d'une crique, d'une initiation de fissure à un endroit qui n'était pas forcément celui où il y avait les contraintes principales et donc à un endroit qu'on ne pouvait pas estimer. Et ça, sans outil de simulation numérique, on ne peut pas le faire. Finalement, on ne peut pas le calculer. L'autre point aussi, c'est de pouvoir remplacer le test physique. Par exemple, si on a un besoin d'un test sur une très grand nombre de cycles. Bon, ici, on a 7 millions de cycles sur le pédalier, ce qui est envisageable. Et sur un avion, on a des tests physiques maintenant sur les ailes qui peuvent durer 3, 4, 5 ans en continu. Donc on va pouvoir, grâce aux outils de simulation, remplacer ces tests-là. Alors, on va montrer concrètement où est-ce que peut intervenir la simulation, puisque dans le cycle finalement complet d'une simulation de fatigue, comment ça se passe ? On va d'abord créer un modèle 3D sur la pièce que l'on veut calculer, forcément. On va mettre en place un modèle d'analyse. Comment on mettra en place un modèle d'analyse de calcul mécanique ? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait juste après. On réalise une simulation mécanique. Ensuite, on met en place et on calcule finalement la durée de vie en fatigue. Donc, c'est l'analyse de fatigue. On analyse les résultats. Et si le design est bon, s'il résiste à l'ensemble des critères, on va libérer le design. S'il n'est pas bon, on va faire une évolution de design et on va updater les simulations, donc mettre à jour les simulations pour relancer les simulations. Finalement, l'avantage de la plateforme 3Experience, c'est qu'on va tout dans le même environnement, sur la même donnée. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer le modèle 3D, si tant est que vous ayez les rôles pour pouvoir créer le modèle 3D, mettre en place l'analyse mécanique, réaliser la simulation mécanique avec les capacités de calcul soit locales, soit déportées, donc en utilisant des performances de HPC. Ensuite, on met en place et on calcule la tenue en fatigue. On analyse les résultats. On peut faire des optimisations de design, comme par exemple avec des plans d'expérience, et puis libérer le design, gestion du cycle de vie et tout ce que le PLM peut nous apporter au sein du même environnement. Donc ici, on a un exemple où on va voir dans une interface web ici, où on peut annoter une pièce 3D en disant ok, on va calculer quelle est la tenue en fatigue d'une pièce. Est-ce que en gros le pédalier qu'on a vu tout à l'heure va tenir 7 millions de cycles et on veut vérifier, par exemple, entre les rayons, entre le pédalier et la manivelle, est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce qu'il peut y avoir un risque de départ de fissure ici, etc. Donc on a une vue sur le 3D. On a fait la simulation, on regarde les contraintes mécaniques qui sont situées, comme on l'estimait finalement, aux rayons de courbure qui sont les plus faibles. Et puis on a le calcul en fatigue qui nous dit, regardez, on a un nombre de cycles admissibles sur cette zone-là qui est de 1,32 10 puissance 5. Alors comment on a pu calculer la tenue en fatigue ? Eh bien parce qu'on a des données matériaux dans la plateforme qui contiennent les informations de tenue en fatigue de ces matériaux-là. Donc c'est passé un peu vite sur la simulation, sur la vidéo, mais vous avez la possibilité de renseigner dans la plateforme sur le même matériau que le matériau utilisé pour le visuel dans le 3D, un domaine spécifique lié à la simulation mécanique et aussi la simulation fatigue. Ici, on a l'outil dont je vous parlais tout à l'heure de comparaison des designs possibles.
avec des critères que l'on peut prioriser pour sélectionner le candidat principal. Donc ce qu'on va faire, comme on voit que le nombre de cycles est quand même assez faible, dans la vidéo qui est juste après, c'est très rapide, je vous le dis à l'avance, c'est pour ça, on va diminuer l'épaisseur de la manivelle et du coup, dans ce cas-là, on va augmenter le rayon qui pose problème. Donc c'est très rapide, regardez bien, attention, tac, voilà. Donc on a changé la valeur, c'est la magie. On relance la simulation, bien entendu, c'est la magie aussi, c'est très rapide, c'est le cloud. Et on a la comparaison des deux modèles que l'on va pouvoir faire immédiatement dans le web ou bien sûr après si on fait on va dire une analyse des résultats plus fine. Mais ici dans le web, on va pouvoir directement cibler l'évolution du nombre de cycles admissibles sur cette zone particulière. Et puis comme on a deux designs différents, on va pouvoir les comparer au regard des critères que l'on a sélectionnés. Et puisqu'on a priorisé certains critères par rapport à d'autres, on va pouvoir mettre en avant un design à privilégier par rapport à un autre. Qu'est-ce qui est nouveau ici? Finalement, c'est que la fatigue, le calcul de fatigue qui était initialement avec un outil, on appelle ça standalone, d'accord, qui s'appelle FICEF, qui est un des outils les meilleurs sur le domaine marché de la simulation de fatigue, est inclus désormais dans 3D Experience. Donc on peut faire des analyses de fatigue sur des modèles 3D qui ont été développés dans 3D Experience. Ensuite, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a un module qui est complémentaire à FICEF qui s'appelle Verity, qui permet de calculer la tenue en fatigue des cordons de soudure. Et ce module-là aussi, il est très réputé dans le monde spécifique et très restreint du calcul en fatigue des cordons de soudure, mais parce qu'il a été validé sur des milliers de cas spécifiques et utilisé notamment dans l'automobile. Enfin, dernière nouveauté, on a une base de données qui est distribuée par Dassault Systèmes, dont les valeurs en fait sur les matériaux, pardon, une base de données sur les matériaux, donc dont les valeurs elles sont issues de tests. Donc on peut récupérer finalement l'origine de ces tests et de ces valeurs-là. Une fois qu'on a vérifié que la pièce elle va résister à ces cas d'usage, donc on est passé à la deuxième étape, on est à la troisième étape, c'est la modélisation finalement la fabrication de la pièce. Ici on va se consacrer à la modélisation du procédé de fabrication additive. D'accord. Bien entendu, la simulation pourrait aussi aider à la modélisation des procédés de fabrication dits conventionnels. Ici, on se consacre sur la procédé de fabrication additive. Et pourquoi on a besoin de simuler ces procédés? Bon, je ne vais pas faire de la redite par rapport à ce qu'on a dit ce matin, mais principalement, c'est pour faire bien du premier coup. Et en ce qui concerne des nouveaux procédés de fabrication où on a moins de retour d'expérience, la simulation apporte un réel gain pour dire, OK, maintenant, je veux qu'une fois que j'imprime la pièce, ce qui met un certain temps, ça soit bon du premier coup. À l'heure actuelle, ces procédés de fabrication additifs, qui sont au nombre de 7, sont de plus en plus développés aussi dans le parallèle numérique. On a à l'écran l'ensemble des procédés qui sont à l'heure actuelle disponibles dans 3D Experience, donc que l'on peut finalement simuler dans 3D Experience, qui représente la très très grande majorité des procédés de fabrication additive dans le milieu industriel. Qu'est-ce que peut apporter la simulation ici? Déjà, on va pouvoir faire la simulation du process, c'est-à-dire qu'on va simuler déjà si la pièce elle est imprimable, c'est qui est vraiment le premier point. Deuxième point, on va pouvoir simuler l'organisation des pièces dans le plateau d'impression, ce qu'on appelle le nesting. Par exemple, on n'est pas obligé d'imprimer une pièce unique sur le plateau d'impression, mais on peut imprimer plusieurs fois, plusieurs pièces dans le plateau d'impression. Et puis à l'issue de ça, on va pouvoir aussi sortir des fichiers de slicing, c'est-à-dire finalement le chemin où va passer par exemple le laser dans le cas du PBF, du Powder Bed Fusion, et pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante 3D. Ensuite, la simulation du procédé va nous apporter aussi des informations sur la pièce en elle-même, c'est-à-dire comment elle va être finalement déformée à l'issue du procédé de fabrication, quelles vont être les contraintes résiduelles à l'intérieur de la pièce, qui peut avoir un impact sur la tenue en fatigue par exemple, et puis quel va être l'impact aussi du traitement thermique sur la pièce pour sa tenue en cas d'utilisation. Donc les nouveautés ici, puisque c'est des choses qui existent déjà, certains clients l'utilisent déjà, on a certaines nouveautés qui sont très intéressantes. La première nouveauté, c'est que les pièces
quand elles sont positionnées sur le plateau d'impression, selon l'angle qu'elles vont avoir dans le plateau d'impression et selon la forme qu'elles ont besoin de supportage. Ces supportages, en fait, finalement, ce sont des parties qui vont être imprimées avec la pièce, mais qu'on va devoir enlever à l'issue de l'impression, finalement. C'est ce qu'on appelle du post-traitement de la pièce. C'est une partie de l'impression 3D, en fait, de procédé de fabrication additif. Ce n'est pas uniquement l'impression, mais ça fait partie aussi de ça. Et donc là, on a des outils qui permettent de générer de façon automatique ces supportages. Ce qui est très intéressant pour les concepteurs aussi, puisque c'est un gain de temps énorme. Un deuxième point qui est nouveau aussi et qui est très intéressant, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les virtual machines. Les virtual machines, ça correspond finalement à des informations que vont transmettre les fabricants d'imprimantes 3D. Et ces informations-là, en fait, elles contiennent tout un ensemble de paramétrages sur l'imprimante 3D que l'on va pouvoir intégrer dans l'expérience pour ne plus avoir à faire ce paramétrage nous-mêmes. Donc finalement, on va pouvoir utiliser les paramètres directement du fabricant de la machine 3D pour pouvoir faire vraiment le jumeau numérique de l'imprimante 3D avec la partie virtuelle. Enfin, on a un outil qui peut être aussi intéressant qui permet d'estimer le temps d'impression avec bien sûr les caractéristiques spécifiques de la pièce, bien sûr du type d'impression et bien sûr de la machine. Et puis à partir de ça, on a aussi un estimatif du coût qui est lié notamment à la durée de l'impression et au coût de la matière que l'on peut mettre. Une fois que ces pièces sont imprimées, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire le conditionnement pour l'acheminement vers le client final. Alors, on a les images chocs ici, effectivement. Le conditionnement, ce qu'on a en tête, c'est les emballages. Les emballages, c'est plastique et généralement, c'est pas recyclable, c'est pas biodégradable et on en retrouve généralement dans l'environnement. Donc ici, finalement, ce qu'on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que nos moyens de consommation aussi évoluent et les packaging évoluent aussi, puisqu'on a de plus en plus de commandes à la maison. On veut avoir des produits qui arrivent non détériorés. On a aussi l'avènement du e-commerce depuis une dizaine d'années qui augmente le nombre de packaging. Donc finalement, ça nécessite de porter une attention particulière sur ce domaine-là qui est le packaging. Donc on va voir comment la simulation peut aider au niveau du packaging. Eh bien, elle peut aider finalement à tous les niveaux aussi pour le packaging, que ce soit la sélection des matières premières, d'accord ? Donc on va pouvoir faire de la simulation du matériau en lui-même que l'on va sélectionner. On va avoir la simulation sur la réalisation finalement du packaging. On verra une vidéo aussi juste après. On a de la simulation sur le conditionnement des packaging en eux-mêmes. Après, on va regarder comment on va se comporter, par exemple une palette qui est filmée dans une utilisation sur une route, par exemple, avec tous les chargements que la route peut transmettre finalement à la palette. Et puis, on va pouvoir simuler aussi l'utilisation du packaging par l'utilisateur. Je pense que c'est la vidéo juste après. Donc là, non, c'était la vidéo après. Donc ici, on a la simulation qui montre que ce soit sur le produit initial, donc on a un carton avec des alvéoles que l'on va pouvoir modéliser et puis pouvoir faire simuler par la suite, une fois qu'il sera conditionné avec le chargement qui est à l'intérieur. Ici, ce sera des bouteilles en verre, je pense. Ici, on a une simulation. Alors certes, on a l'impression que ça serait une vidéo un peu fausse. Mais derrière, il y a vraiment un calcul explicite qui a été fait sur cette structure-là. Donc c'est une structure cartonnée et on a un cas d'utilisation où finalement on va arracher une partie de la structure, on va regarder quelles sont les contraintes sur le conditionnement. Et effectivement, des contraintes-là, elles pourraient montrer, par exemple, un arrachement qui ne correspondrait pas à la réalité étant le test physique que l'on voit sur la gauche. Alors que par-dessus, on a rajouté un visuel pour que ça soit plus représentatif. Donc les nouveautés ici, finalement, elles sont très intéressantes aussi, puisqu'on a une solution d'entre l'expérience qui est ce qu'on appelle end-to-end de développement du packaging, notamment sur les cartons. Alors, je n'ai pas détaillé ici la partie design parce qu'on est
sur une session dédiée à la simulation. Mais sachez qu'il existe une application spécifique dans 3D Experience qui permet de définir l'empilage des cartons, le pliage, pour correspondre finalement à la meilleure forme pour pouvoir supporter l'équipement qu'on veut packager. Eh bien, puisqu'on est dans une plateforme avec la continuité digitale depuis le 3D vers la simulation, une fois qu'on a défini finalement par exemple ce carton d'emballage ou de support pour, ici c'est pour un capot il me semble, eh bien on va pouvoir directement faire la simulation de cette structure-là dans la plateforme. Une deuxième évolution que je voulais mettre en avant ici, c'est une évolution un peu plus, on va dire, technique, qui permet de faire de la simulation de bouteilles d'eau. Bon, pas seulement bien sûr, mais ici on est sur le packaging, puisqu'on a la possibilité d'avoir des cavités fluides en plus des cavités d'air dans la plateforme. Et ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser maintenant la plateforme 3D Experience pour faire la simulation d'un chargement qu'on appelle top load sur des bouteilles en plastique. D'accord, qui sont remplis peut-être à quasiment à 100%, mais il y a toujours une partie un petit peu d'air, donc il va y avoir une partie d'écrasement. Et quand la bouteille d'eau elle est soumise à un chargement, notamment en étant sur une palette ou stockée, finalement il va y avoir plusieurs empilages de bouteilles. On veut voir de combien la bouteille va s'effondrer avant de se cracher, avant finalement de ne plus résister au chargement. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir optimiser la quantité de plastique dans l'épaisseur au minimum jusqu'à la résistance que l'on veut. Enfin, on va pouvoir faire de la co-simulation. Donc la vidéo, le temps que je parle, elle a terminé, c'est pas très grave. Mais entre un comportement dynamique et un comportement physique dans la plateforme. Donc le comportement dynamique, ici, il est fait par Dimola. Et c'est finalement juste une simulation de roulage où on va récupérer les efforts qui vont être transmis au châssis, et ces efforts qui sont transmis au châssis par le roulage, on va les retransmettre à la palette pour pouvoir vérifier le comportement d'une palette où il y a un certain nombre de cartons qui sont stockés dessus et voir si elle va se désagréger ou non en cours d'utilisation. Au final, on a vu que la simulation, elle va pouvoir aider dans toutes les étapes du cycle de vie, en tout cas du développement des produits, comme on vient de le voir avec les exemples cités. Avant de terminer, je voulais quand même rajouter 2 sujets, puisque la simulation mécanique, comme l'a dit Jérémy, c'est pas uniquement lié à la simulation des produits mécaniques. Donc je voudrais citer 2 sujets. Le premier sujet, c'est finalement il y a un rapport de 2020 sur les buildings qui cite que une grande partie de la consommation d'énergie des buildings en opération est liée à l'utilisation pour la ventilation, le chauffage et la climatisation. Eh bien, la simulation, elle peut aider ici à optimiser les systèmes de ventilation, de chauffage et climatisation. Ici, on a une co-simulation entre un modèle Dimola, donc modélisation 0D1D, et un modèle PowerFlow. Donc ça, c'est de la simulation CFD, c'est du fluide, d'accord, basé sur technique de Lattice-Boltzmann, où d'un côté, on va avoir le pilotage finalement du système qui est électrique et gestion de la température qui va être envoyé vers le fluide. Et le fluide, lui, va nous simuler les écoulements d'air dans l'environnement pour qu'on puisse optimiser le système et finalement optimiser le chauffage, optimiser le refroidissement, estimer la quantité de bruit généré par les équipements pour pouvoir finalement après améliorer à la fois le confort et la consommation d'énergie du système. Et l'autre point que je voulais aborder, parce que je pense que je vais finir par déborder aussi un petit peu du temps que je voulais mettre sur ce sujet-là, c'est un autre point qui est très important, puisqu'on sait que les véhicules électriques sont de plus en plus au cœur du développement des fabricants de véhicules, d'accord ? Eh bien, ce développement-là, qui sont nouveaux, nous amène à des problématiques qui nécessitent de l'innovation, et notamment le transfert de l'énergie, enfin de l'électricité, du courant continu vers du courant alternatif, donc de la batterie vers les moteurs électriques, est fait par des switching semi-conducteurs. Et cette transformation-là, qui permet le déphasage, va générer du bruit sur la tension. Eh bien, il y a des réglementations qui nous disent que ce bruit sur la tension ne doit pas dépasser un certain seuil par rapport au courant consigne. Pourquoi ? Parce que sinon, la tension de retour vers la batterie
va détériorer la batterie. Détériorer, c'est-à-dire diminuer sa durée de vie. Donc finalement, on arrive avec des outils, ici CST Studio Suite, donc de calcul électromagnétique, on arrive à définir des systèmes qui permettent de limiter cette surtension, d'accord, ce bruit généré sur la tension, pour augmenter la durée de vie de la batterie. D'accord. Eh bien, ici, le système que l'on a développé, et on va le présenter sur le site de Keonis très prochainement, c'est un couplage que l'on a fait dans CST Studio Suite avec un modèle 2D que l'on voit à l'écran. Je ne le détaillerai pas parce que c'est un peu complexe. Et derrière, le modèle 3D qui est directement lié à ce modèle 2D avec une animation qui visiblement ne marche pas en haut à droite, où on peut estimer le champ électromagnétique issu de l'utilisation de ce système. Donc on a ici en bas à gauche le résultat de la tension de retour avec et sans filtre. Au final, ce que l'on voit ici, c'est que la simulation, elle se positionne pour aider les industriels qui font face à de nouveaux challenges. Ces challenges, ça va être quoi? On les a ici listés. Le premier challenge, ça va être de positionner ou de vérifier l'impact sur l'environnement dès les phases de design. D'accord? Quand on va développer un système, on va devoir prendre en compte, c'est un fait, l'impact sur l'environnement dès les phases de design. Ensuite, on a aussi besoin de réduire le temps de mise sur le marché. On est dans un marché qui est très concurrentiel, donc chaque industriel a besoin d'avoir des outils à disposition qui permettent d'aller de plus en plus rapidement vers la mise sur le marché. On veut aussi anticiper et allonger la durée de vie des systèmes pour éviter finalement la surproduction liée à la réutilisation des systèmes cassés de manière prématurée. Et puis on fait face aussi à des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Donc la simulation ici va pouvoir aider, comme on l'a vu avec les différents exemples précédemment cités, à s'adapter aux nouvelles techniques finalement de fabrication et aux nouveaux matériaux. Donc là, on parlait des fabrications additives tout à l'heure. On a vu aussi que la continuité digitale entre le design et la simulation va réduire le temps de mise sur le marché. Elle va permettre aussi d'optimiser le temps de conception et de réduire le temps d'itération. On a aussi le développement des simulations multiphysiques qui vont permettre de faire des modélisations de plus en plus réalistes. D'accord ? Et puis, on va aussi avoir l'extension des capacités de simulation pour modéliser des systèmes de plus en plus larges, de plus en plus complexes. Et enfin, une amélioration continue des algorithmes de calcul et de post-traitement pour pouvoir justement suivre cette évolution des capacités et des volontés d'évolution des systèmes, de complexification des systèmes. Donc au final, la transformation des méthodes de conception, elle passe par une transformation digitale qui doit être portée par des solutions qui sont adaptatives et évolutives, comme on l'a montré à l'instant. Et merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre? Tout d'abord, merci pour la présentation. Ce fut succinct, mais tout de même complet. Par contre, moi, je me posais la question d'un point de vue d'utilisateur proche du logiciel. C'est les données matériaux que vous avez, à quel point elles sont développées et d'où est-ce qu'elles sortent? Alors, en fait, effectivement, cette base de données matériaux, elle est issue d'un certain nombre de tests qui ont été faits par des laboratoires qui n'ont rien à voir avec Dassault Systèmes. C'est des données qui ont été validées entre de la simulation et du test. Donc, chaque donnée matériaux qui sont présentes dans cette base de données qui est mise à disposition gratuitement des utilisateurs, il suffit de nous demander, ou de demander à Dassault Systèmes, ça revient finalement qui revient au même, l'origine de ces valeurs-là, donc qui sont issues, encore une fois, de tests qui ont été faits par des laboratoires indépendants, des universités, et qui ont permis de vérifier la validité de ces valeurs-là par des cas de tests spécifiques sur des échantillons spécifiques. Voilà. Peut-être rajouter une petite... Donc là, on parle de la partie fatigue.
Oui, oui. Et après, alors je connais un petit peu le sujet de la question. Après, effectivement, dans la plateforme, il y a des capacités de corrélation en fait, entre les essais que vous allez faire et la simulation, le matériau que vous allez rentrer pour faire votre simulation, qu'elle soit mécanique, acoustique, peu importe. Donc après, il y a toutes les capacités de corrélation entre la partie physique et la partie simulation. Et effectivement, sur la partie fatigue, tout ça est déjà intégré. Donc ça, c'est effectivement un avantage énorme pour nos clients parce que les données de fatigue, globalement, c'est ce qu'il y a de plus dur à obtenir. Et après, sur la partie, effectivement, élastomère, un matériau beaucoup plus complexe, il y a ces capacités de corrélation entre les essais physiques et la partie virtuelle. Et on peut importer notre propre données matière, du coup, facilement. Oui, après, sur des formats standards, type texte ou issus même d'essais de votre part, vous pouvez transformer finalement ces fichiers-là directement vers des modèles qui vont pouvoir être utilisés pour les simulations d'entre-expérience, que ce soit les simulations en fatigue ou que ce soit les simulations mécaniques standards. Et effectivement, comme le disait Jérémy, il y a la possibilité de faire de la calibration matériaux, d'accord, de façon optimisée, donc c'est-à-dire en utilisant la simulation pour faire l'optimisation des paramètres des matériaux pour être totalement liés, en fait, ou correspondants aux données matériaux issus de vos tests. Et bon, comme je l'ai dit, je ne peux pas citer toutes les nouveautés qu'il y a dans 3Experience, mais une des nouveautés récentes concernant la calibration matériaux, c'est que vous pouvez faire désormais de l'optimisation des paramètres sur les lois matériaux basés sur des modèles éléments finis. Donc finalement, vous allez renseigner le matériau, donc des paramètres matériaux pour essayer de vous rapprocher de la loi correspondant à votre matériau, basé sur un modèle élément fini. Donc si le résultat du modèle élément fini correspond à ce que vous voulez, vous allez faire évoluer de manière automatique. C'est de l'optimisation paramétrique finalement, basée sur le modèle élément fini. Et c'est une nouveauté.